Je m'appelle Élise, j'ai 42 ans. Depuis toujours, je vis à Saint-Guilhem-le-Désert, petit village figé entre les montagnes de l'Hérault. Ici, les pierres racontent des siècles d'histoire, et les volets en bois claquent encore sous la brise du sud. Ma maison se dresse à l'entrée du vieux bourg, avec ses murs en pierre claire et son jardin d'aromates. Je suis couturière. Les femmes du coin viennent chez moi pour leurs retouches, leurs robes de mariage, ou simplement pour discuter autour d'un thé parfumé. Ma vie, jusqu'à ce jour, avait la régularité d'un point de couture, sûre, droite, prévisible. Mais tout a changé un après-midi doux, alors que le soleil écrasait la vallée d'une chaleur étouffante. J'étais penchée sur un ourlet de robe à volant quand la porte d'entrée a doucement grincé. Je n'avais rien entendu, pas même ses pas sur les vieilles tomates. Et pourtant, je l'ai senti avant de le voir. Il était là. Raphaël. Mon fils. Il était revenu plus tôt que prévu de Lyon. Il ne m'avait pas prévenu. Et lorsqu'il s'est arrêté sur le seuil du salon, je suis restée figée. Il ne souriait pas comme avant. Il me regardait avec une intensité nouvelle, un silence chargé de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Il n'était plus un enfant. Raphaël a toujours été un garçon calme, curieux, parfois un peu rêveur. Mais à cet instant, il semblait plus grand, plus fort. Une carrure dessinée, un regard assuré. Il portait une chemise entr'ouverte et un jean délavé qui moulait légèrement ses hanches. Et moi, j'étais là, en robe d'été légère, les épaules nues, les cheveux relevés à la hâte, le cœur soudain en désordre. Je me suis levée trop vite, j'ai refermé la porte derrière lui, comme si cela pouvait aussi fermer ce que je venais de ressentir. Une chaleur étrange a traversé ma poitrine. Je me suis forcée à sourire. Mais je savais. Quelque chose en moi venait de se réveiller. Durant les jours suivants, la maison reprit vie avec lui. Il se levait tard, buvait son café sur la terrasse, torse nu, lisant un roman ou dessinant dans son carnet. Je faisais mine de ne pas le regarder. Mais je le regardais. Trop souvent. Trop longtemps. Le soir, je préparais des plats qu'il aimait quand il était petit, gratin dauphinois, quiche aux chèvres, tarte aux poires. Il riait, me racontait ses études, ses amitiés à la fac, ses envies de voyager. Et moi, je l'écoutais, accroché à chaque mot. Un jour, alors qu'il sortait de la salle de bain, encore enveloppé dans une grande serviette blanche, mes yeux se sont attardés sur son dos, ses épaules, les gouttes d'eau glissant le long de sa peau. J'ai détourné le regard aussitôt, mais mon souffle s'était suspendu. Ce soir-là, je suis restée longtemps devant ma coiffeuse. J'ai remis un peu de parfum, une fragrance légère au jasmin. J'ai enfilé une robe noire en lin, sobre, mais cintrée à la taille. J'ai même mis des sandales à talons bas, que je n'avais plus portées depuis des mois. Tout ça pour un dîner à deux dans ma propre maison? Peut-être. Ou peut-être pas. Tu es très belle ce soir, maman, m'a dit Raphaël en me regardant dans les yeux. Il avait dit ça avec simplicité, mais il y avait dans son regard quelque chose de plus profond. Un battement. Une vibration. Nous avons mangé dans un silence agréable, ponctué de sourires timides. Et lorsque nos mains se sont effleurées en débarrassant la table, j'ai senti une étincelle, fugace, mais bien réelle. Je me suis réfugiée dans la cuisine. Mon cœur battait comme celui d'une adolescente. Cette nuit-là, dans mon lit, je n'ai pas dormi. J'entendais ses pas à l'étage, le craquement de son parquet, son souffle à travers la cloison. J'étais partagée entre l'ivresse d'un sentiment naissant et la peur de ce qu'il signifiait. Les jours suivants ont été comme un rêve fiévreux. Je faisais tout pour me convaincre que ce n'était qu'un malentendu de l'âme. Que je me faisais des idées. Que le retour de Raphaël, sa beauté nouvelle, sa voix grave, ce n'était que le regard d'une mère, un peu perdue, un peu seule. Mais quand il m'a proposé de venir chez lui à Montpellier, pour voir son nouvel appartement, j'ai accepté trop vite. Je suis montée dans le train un samedi matin, robe bleue nuit et cheveux lâchés. Il m'attendait sur le quai, son sourire radieux. Son appartement était lumineux, moderne, plein de plantes vertes. Sur la table, une bougie à la vanille était allumée. « Tu veux un café ?» m'a-t-il demandé. Avec plaisir. Il me l'a tendu. Nos doigts se sont effleurés. Encore. Cette fois, il a serré un peu plus. Et moi, je n'ai pas retiré la main tout de suite. Ce moment suspendu m'a traversé comme une onde. Je ne pouvais plus faire semblant. Les jours passaient à Montpellier avec une lenteur presque voluptueuse. Le soleil s'infiltrait chaque matin à travers les grands volets de bois de l'appartement de Raphaël, projetant des formes mouvantes sur le parquet clair. Le temps semblait vouloir s'étirer comme une étoffe qu'on ne veut pas couper.
J'étais venue pour 2 jours. J'étais encore là 5 jours plus tard. Je me disais que c'était parce que je m'y sentais bien. Que ce séjour m'offrait un souffle de liberté, loin de la petite boutique de couture, loin des regards trop curieux des voisines de Saint-Guilhem. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Raphaël était différent ici. Plus détendu, plus confiant, presque trop adulte. Il ne se comportait plus comme mon fils, mais comme un homme qui me recevait chez lui. Et moi, je ne savais plus quelle place j'occupais. Un matin, il est sorti de sa chambre pieds nus, vêtu simplement d'un pantalon de lin et d'un débardeur blanc. Ses cheveux encore humides collaient à sa nuque. Il préparait du café, et je l'observais en silence depuis le canapé, ma robe d'été légèrement froissée, les jambes croisées. « Tu regardes quoi » m'a-t-il demandé en souriant. « Rien, juste toi. Tu as tellement changé. » Il a levé les yeux vers moi, et j'ai cru y voir un éclair d'émotion. Pas de gêne. Juste une douceur silencieuse. Il m'a tendu ma tasse, et nos doigts se sont frôlés. C'était devenu presque banal, ces frôlements. Mais il me laissait toujours un goût étrange sur la peau. Nous avons passé cette journée à marcher dans les ruelles du centre historique. Il m'a emmené voir une exposition photo sur les corps en mouvement. Les images étaient subtiles, parfois sensuelles mais toujours artistiques. L'un des clichés représentait une femme debout contre une fenêtre, la lumière dessinant les plis de sa robe fine comme une seconde peau. Je me suis attardée devant. « On dirait toi », a murmuré Raphaël à mon oreille. Je n'ai rien dit. Mais ce commentaire est resté gravé. Le soir, nous avons dîné en terrasse, place Jean-Jaurès. Je portais une robe noire à boutons, assez sobre, mais fendue jusqu'aux genoux. J'avais mis mes sandales préférées, celles en cuir tressé, avec les fines lanières qui s'enroulent autour de la cheville. Raphaël n'a rien dit, mais je l'ai vu poser les yeux sur mes jambes plusieurs fois. Pendant le repas, il me parlait de ses projets, un stage à Barcelone, une résidence étudiante qu'il voudrait partager. Mais par moments, il s'interrompait, fixant un point flou entre mon visage et mes mains. Comme s'il hésitait à dire autre chose. Quand nous sommes rentrés, il a mis un vieux disque de jazz et allumé 2 bougies sur la table basse. L'ambiance était presque irréelle. La flamme des bougies projetait nos ombres sur les murs, comme 2 fantômes se frôlant sans jamais se toucher. Nous avons bu un peu de vin. Moi, un seul verre. Lui, à peine plus. Puis un silence long s'est installé. Et sans le vouloir, sans même réfléchir, j'ai tendu la main vers son col de chemise légèrement décalé, et j'ai remis le bouton droit. Un geste presque maternel. Presque. Merci, a-t-il soufflé. Mais il n'a pas bougé. Et nos visages étaient proches. Trop proches. Je me suis levée, troublée. J'ai dit que j'allais me coucher. Il a simplement hoché la tête. Avant de me retourner, j'ai croisé une dernière fois son regard. Il n'avait plus rien d'innocent. Dans la chambre d'amis, je me suis changée lentement, comme si chaque geste était surveillé. J'ai enfilé une chemise de nuit de coton blanc, toute simple, mais douce contre ma peau. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué la rougeur de mes joues. La chaleur de l'été, sûrement. Je me suis allongée dans le lit frais. Et j'ai attendu que le sommeil vienne. Mais il ne vint pas. Je pensais à ses yeux. À sa voix. À mes mains sur son col. À ses silences. À ses gestes. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir doucement. Des pas légers dans le couloir. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai fermé les yeux, feignant le sommeil. Il est passé devant la porte de ma chambre. Il s'est arrêté. Le silence était épais comme une couverture. Puis il a continué. Et je me suis remise à respirer. Je suis rentrée à Saint-Guilhem 3 jours après ce soir silencieux, ce moment suspendu dans l'ombre de nos chambres séparées. Le train m'a ramené à travers les paysages secs et dorés du Languedoc, mais mon esprit, lui, était resté là-bas, entre les murs blancs de l'appartement de Raphaël. Depuis mon retour, tout me semblait flou. Le ronronnement de la machine à coudre, le bruit des clientes bavardes, l'odeur du savon à la lavande, tout me paraissait lointain, presque irréel. J'étais présente, oui, mais en surface. Comme un fantôme cousu au tissu de la vie quotidienne. Et pourtant, rien ne s'était passé. Pas vraiment. Rien qu'on ne pourrait dire à voix haute. Et c'était là toute la tragédie. Un matin, alors que je refaisais les ourlets d'un tailleur beige pour Madame Vasseur, une cliente âgée et très élégante, mon téléphone vibra discrètement. C'était Raphaël. Un message bref. Tu me manques. 3 mots. 3 tremblements. J'ai mis le téléphone face contre la table et j'ai continué à piquer le tissu,
Mais mon doigt a dérapé, et l'aiguille m'a blessé. Le soir même, j'ai rêvé de lui. Nous étions sur le balcon de Montpellier, un soir de Mistral. Il tenait un verre de vin, moi une étole légère sur les épaules. Il me regardait sans parler. Et je comprenais tout, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Je me suis réveillé le cœur battant, avec la sensation étrange d'avoir trahi quelque chose ou quelqu'un. Mais je ne savais pas qui. Quelques jours plus tard, il m'appela. Je pensais venir ce week-end, dit-il simplement. J'ai hésité. Mon silence a été long. Puis j'ai répondu. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Il est arrivé le samedi en fin d'après-midi. Le soleil baissait derrière les collines, baignant la maison d'une lumière dorée. J'avais rangé la cuisine, nettoyé la terrasse, sorti des coussins, choisi une robe fluide couleur lavande, des espadrilles légères. Rien d'exagéré. Et pourtant, j'avais passé 1 heure à me préparer. Quand il est entré, je l'ai trouvé plus calme, plus posé. Il m'a embrassé sur la joue, puis s'est installé dans le jardin, un verre de citronnade à la main. Nous avons parlé de tout. De rien. Mais il y avait un poids dans l'air. Un murmure non dit. Et parfois, nos silences étaient plus éloquents que 1000 mots. Le soir, la pluie s'est mise à tomber doucement, une pluie d'été tiède, parfumée de terre humide. Nous étions à l'abri sous la tonnelle. Il m'a tendu une couverture, puis s'est approché pour m'envelopper les épaules. Ses mains étaient chaudes. Sa proximité me troubla, encore une fois. « Tu es bien » m'a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, sans répondre. Il s'est assis à côté de moi. La couverture nous enveloppait tous les deux, serrés l'un contre l'autre. Il ne bougeait pas. Moi non plus. Je sentais son souffle régulier contre ma tempe, son épaule contre la mienne. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise, Élise. Il m'appelait par mon prénom de plus en plus souvent. Cela me troublait, oui. Mais cela me plaisait aussi. Ce n'est pas ça, ai-je murmuré. Il a tourné la tête vers moi. Son regard cherchait le mien. Et à ce moment précis, j'ai compris que nous étions au bord de quelque chose. Une falaise invisible. Nous sommes restés là, dans le silence de la pluie, pendant ce qui sembla une éternité. Cette nuit-là, il dormit dans l'ancienne chambre d'amis. Moi, dans la mienne. Mais je n'ai pas dormi. Je l'imaginais, de l'autre côté du mur. Immobile. Pensant peut-être aux mêmes choses que moi. Le matin, quand je suis descendue dans la cuisine, il était déjà là, les cheveux en bataille, un vieux t-shirt sur lui, pieds nus sur le carrelage. Il préparait des tartines. Quand il m'a vu, il a souri. Un sourire doux. Sans tension. Mais je sentais sous la surface quelque chose qui grondait encore. « Tu veux de la confiture de figues » a-t-il dit, d'un ton léger. J'ai ri doucement. Pourquoi pas? Et nos mains se sont croisées à nouveau, cette fois autour du pot de confiture. Il n'a pas retiré la sienne tout de suite. Et moi non plus. La fin de l'été approchait. Les nuits devenaient plus fraîches, et l'air, chargé de lavande fanée et de terre sèche, annonçait le lent glissement vers l'automne. Pourtant, entre les murs de ma maison à Saint-Guilhem, le temps semblait figé dans une chaleur intime et étrange. Raphaël était toujours là. Et moi, je ne trouvais pas la force de lui demander quand il repartirait. Chaque jour, il faisait partie du décor. Il déposait ses livres sur la table basse, il marchait pieds nus dans le couloir, il riait dans la cuisine. Et moi, je flottais autour de lui comme une étoffe légère, cherchant à ne pas effleurer l'interdit, mais m'en approchant toujours un peu plus. Un matin, je l'ai trouvé dans le salon, en train de lire, vêtu d'un t-shirt gris et d'un pantalon de coton souple. Il avait attaché ses cheveux un simple élastique, mais cela lui donnait un air plus adulte, plus affirmé. Il m'a salué d'un sourire doux, presque complice. Je portais une robe bleu pâle, boutonnée sur le devant, avec une ceinture de lin nouée à la taille. Rien de provoquant, non. Mais elle dessinait mes formes avec une élégance sobre. Je m'étais coiffée en chignon flou et avais mis mes boucles d'oreilles anciennes, en nacre. Pourquoi? Je ne me le demandais plus. Tu sens toujours aussi bon le matin, a-t-il dit doucement, les yeux levés vers moi. Je suis restée silencieuse. Un instant. Puis j'ai murmuré. C'est le même parfum depuis des années. Nous nous sommes regardés. Pas longtemps. Mais assez. Ce jour-là, il m'a proposé de l'aider à ranger la vieille remise derrière la maison. Nous avons sorti de vieux meubles, des boîtes de tissus, des cadres empoussiérés. Il faisait chaud, et je voyais la sueur perler sur sa nuque, sur ses avant-bras. Je détournais les yeux, mais pas assez vite pour échapper à l'image. À un moment,
J'ai trébuché sur un tapis roulé. Il m'a rattrapé par la taille. Ce n'était qu'un réflexe. Mais ses mains étaient restées un peu trop longtemps. Juste assez pour que je le sente. Juste assez pour que j'en garde la mémoire dans ma peau. Il s'est reculé, presque gêné. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non, non. Merci. Mais mes joues étaient en feu. Le soir, après le dîner, il est venu me rejoindre sur la terrasse, où je cousais un ourlet à la main, à la lumière d'une vieille lampe à pétrole. Il s'est assis près de moi, silencieux. Il observait mes gestes, la précision de mes doigts, la danse de l'aiguille. Tu aimes vraiment ça, hein? Coudre. C'est ma façon d'exister. De me concentrer. De fuir parfois. Il n'a rien répondu. Il a simplement posé sa main sur le tissu que je tenais. Son index a frôlé les coutures. Lentement. On dirait que tu mets de la tendresse dans chaque point, a-t-il murmuré. J'ai senti une vague me traverser. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas un geste déplacé. Mais il y avait dans sa voix, dans ses doigts, une délicatesse si intense qu'elle me bouleversa. Je me suis levée, doucement. J'ai dit que j'étais fatiguée. Et je suis rentrée dans la maison sans me retourner. Cette nuit-là, la lune était pleine. Elle baignait ma chambre d'une lumière blanche, presque irréelle. J'avais laissé mes rideaux entr'ouverts. Le vent faisait doucement danser les voiles. Je m'étais glissée sous mes draps en chemise de nuit longue, en coton léger, les pieds nus sur les carreaux froids. J'avais défait mes cheveux, comme chaque soir. Mais ce soir-là, j'avais l'impression d'être vue, même seule. Je suis restée éveillée longtemps. J'entendais les bruits de la maison. Un pas discret. Une porte refermée. Le grincement de l'escalier. Puis plus rien. Silence. Et mon cœur, qui battait un peu trop vite. Le lendemain, Raphaël semblait différent. Plus calme, plus doux encore. Il préparait le café, fredonnait une chanson qu'écoutait mon père, autrefois. Il m'a tendu ma tasse, comme chaque matin. Nos doigts se sont frôlés. Encore une fois. Mais cette fois, il a retenu un peu plus longtemps le contact. Juste un instant. Puis il s'est éloigné, sans un mot. Je l'ai regardé s'éloigner. Et je me suis dit qu'il n'y avait plus besoin de mots. Le geste parlait désormais plus fort que n'importe quelle phrase. Le vent s'était levé sur Saint-Guilhem. Un vent venu des Cévennes, chargé d'herbes sèches et de souvenirs lointains. Le ciel, habituellement limpide, s'était couvert de nuages lourds, presque menaçants. Je regardais ce ciel depuis la fenêtre de ma chambre, le visage baigné d'une lumière grise, douce et crue à la fois. En bas, dans la cuisine, Raphaël préparait du café. Le dernier, peut-être. Je savais qu'il allait partir. Il ne l'avait pas dit encore, mais son silence depuis 2 jours, ses gestes plus lents, ses regards fuyants, tout le criait. Je descendis sans bruit, pieds nus sur les carreaux froids. J'avais enfilé une robe en lin gris perle, simple, mais élégante, resserrée à la taille par une ceinture nouée à la main. Mes cheveux étaient encore humides de la douche du matin, attachés en un chignon lâche. Quand j'entrai dans la cuisine, il me tendit une tasse sans me regarder. Merci. Nous bûmes sans parler. Le silence n'était pas hostile. Il était suspendu, comme un linge blanc qu'on hésite à détacher du fil. Puis il dit. J'ai pris un billet. Je pars demain. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai simplement posé la tasse. Je m'en doutais. Il s'assit en face de moi. Il me regardait enfin. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni tristesse. Juste une forme de résignation calme. Je t'ai vu changer. Depuis mon retour. Moi aussi, j'ai changé. Mais je crois qu'on a glissé, sans le vouloir. Je hochai la tête. Il avait raison. Il n'y avait pas de coupable. Juste un fil trop tendu entre 2 cœurs trop seuls. Tu crois qu'on peut t'oublier? Ai-je demandé. Il haussa légèrement les épaules. On peut essayer. Mais on n'oublie pas ce qui ne devait pas arriver. On apprend à vivre autour. Dans l'après-midi, il m'a demandé s'il pouvait m'accompagner faire les courses au marché du village. Nous avons descendu les ruelles ensemble, lui avec une chemise beige retroussée au coude, moi avec un panier en osier. Le marché était vivant, coloré, rempli d'odeurs de miel, de savon de Marseille, de pain chaud. Mais entre nous, tout restait silencieux. Devant un étal de tissu, il prit un morceau de lin bleu nuit et le porta à sa joue. Il est doux. Comme le ciel d'ici. Je souris. J'ai acheté 2 mètres sans réfléchir. Je ne savais pas encore pourquoi faire. Le soir, il m'a aidé à préparer le dîner. Un plat simple, courgettes au thym, chèvre frais,
pain grillé. Il coupait les légumes, concentré, ses mains calmes, presque mécaniques. Je le regardais en silence, pensant à toutes les fois où j'avais imaginé cette scène. Un dîner à deux. Comme un couple. Mais ce n'était pas ça. Ça ne pouvait pas être ça. Tu me manqueras, dit-il en posant le couteau. Je pris une inspiration profonde. Tu me manques déjà. Nous avons dîné dans la véranda, les fenêtres grandes ouvertes sur la nuit tiède. Une bougie tremblait entre nous. Les grillons chantaient au loin. Et le silence, encore. Mais cette fois, c'était un silence de faim. Plus tard dans la nuit, alors qu'il était dans sa chambre, je suis restée seule dans l'atelier. J'ai sorti le lin bleu nuit acheté le matin. Je l'ai déplié sur la grande table. J'ai effleuré le tissu du bout des doigts. Il était doux, en effet. Je ne savais pas encore ce que j'allais coudre. Une robe? Une chemise? Une étoffe à plier, à cacher au fond d'un tiroir? Puis j'ai vu la petite boîte en bois posée sur l'étagère. Celle où je gardais les boutons anciens, les rubans oubliés, les petits trésors de soie. J'y ai plongé la main et en est sorti un bouton nacré. Raw. Parfait. Unique. Je l'ai posé sur le tissu. Et j'ai commencé à coudre. Sans plan. Sans croquis. Juste guidée par ce que je ressentais. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Le jour n'était pas encore levé. Dans la cuisine, une note l'attendait. Je t'ai laissé coudre ce que tu veux de moi. Je t'embrasse. R. Il était parti. Et moi, je suis restée, avec cette pièce de tissu bleu sur mes genoux, et un bouton nacré cousu au centre. Peut-être que rien ne devait arriver. Mais quelque chose avait bel et bien commencé.